Merci. Bonjour à toutes et tous. Et pour nous aussi, c'est un plaisir de venir évidemment discuter. Et comme l'a rappelé Éric en introduction, nous, on est hyper heureux et heureuses que le budget soit devenu une discussion politique, une discussion où on réfléchit, où on avance, etc., pour évidemment analyser ce qu'il faudrait, parce que pour nous, alors je vais pas faire vivre le suspense trop longtemps. Solidaire Finances Publiques et au-delà de Solidaire Finances Publiques, notre union interprofessionnelle solidaire, nous sommes évidemment pour censurer ce budget, censurer dans la rue le plus rapidement possible, le plus unitairement possible et le plus massivement possible ce budget. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce budget est une attaque sans précédent contre notre modèle social. Et ça, il faut en avoir conscient très, très rapidement, mais je pense que tout le monde a compris vers où ils allaient, et y compris quand on a entendu le discours qui était très long quand même de François Bayrou pour nous annoncer les premières pistes de ce budget. J'espère que tout le monde était assis, parce que nous, quand on l'a entendu, on a failli quand même tomber de notre chaise quand il a fait par exemple la comparaison de la dette de l'État avec les ménages. Hein. C'est quand même pour nous essayer de nous vendre leur budget, leurs attaques sans précédent. Ils font quand même des comparaisons qu'il ne faut pas faire et qui sont impossibles à faire. Alors oui, il y a un déficit. Oui, il y a une dette, ça, il ne faut pas le nier. Mais la question sur laquelle il faut qu'on se pose, c'est d'où vient ce déficit qui a augmenté, hein, on ne peut pas le nier, mais pourquoi ce déficit a augmenté ces dernières années ? Bon, tout simplement à cause des politiques fiscales qui ont été menées depuis des décennies et qui ont été accélérées avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Politiques fiscales qui n'ont évidemment que bénéficié aux plus riches et aux plus grandes entreprises. Alors, en favorisant les plus riches et les plus grandes entreprises, il y a eu un manque de recettes extrêmement important. Et pour tout vous dire, ce manque de recettes entre 2018 et 2023, le manque à gagner dans les caisses de l'État, en gros, c'est 207 milliards d'euros, ce qui est quand même pas rien. 207 milliards d'euros et qui a été donc de manque à gagner dans les caisses de l'État. 207 milliards, sans compter les cadeaux fiscaux, sans contrepartie, etc., donnés là aussi aux plus grandes entreprises et aux plus aisés. Et ça, 207 milliards, c'est quoi ? C'est 35% de l'augmentation de la dette. C'est pas un petit chiffre. Alors, comment ils ont fait pour ce manque à gagner et pour augmenter le déficit ? Donc, je vous dis, c'est les politiques fiscales. Je vais vous donner quelques exemples, parce que nous, on considère à Solidaire Finances Publiques qu'il faut vraiment donner des exemples concrets pour comprendre un peu les politiques qui ont été menées et qui continuent, enfin, sur lesquelles ils veulent continuer. Donc, par exemple, une des politiques fiscales qui a été menée par Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir, c'est de mettre fin à l'impôt sur la fortune, le fameux ISF. Alors nous, on avait plein de critiques sur le calcul de l'ISF. On pense qu'il n'était pas assez bon pour vraiment taxer les plus riches. Mais bon, il existait et il rapportait quand même à peu près 4,85 milliards par an. Si vous comparez avec la proposition honteuse de ce gouvernement de nous supprimer 2 jours fériés pour économiser, ils avancent la suppression des 2 jours fériés qui ferait une économie de 4 milliards. L'ISF, c'est moins 4,85 milliards.
Vous voyez un peu le sens donc de la politique fiscale et de la politique économique de ce gouvernement. C'est évidemment taxer de moins en moins les plus aisés et les grandes entreprises, et taxer de plus en plus les plus précaires et la majorité des salariés de ce pays. Sur, par exemple, les politiques aussi qui ont été menées sur la baisse des impôts de production. Alors, les impôts de production, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des impôts, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des impôts spécifiques aux entreprises, des impôts locaux. Donc, il y a eu une décision de baisser ces impôts depuis 2021 sous Emmanuel Macron dans le cadre de France Relance. Et entre 2021 et 2023, cette baisse d'impôts de production, c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État de 33,45 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien non plus. Autre exemple concret de ces politiques fiscales qui qui font en sorte qu'il y ait des recettes qui manquent, c'est la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les, qui existe depuis sur les revenus du capital. Alors cet impôt, en fait, il existait avant, mais avant Macron, c'était un impôt progressif. Et depuis, c'est devenu maintenant un impôt avec un taux fixe. Alors évidemment, un taux fixe, ça veut dire c'est moins taxé. Donc le manque à gagner de cette transformation du prélèvement forfaitaire unique, c'est entre 2018 et 2023, c'est 10,8 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Bon. Donc vous voyez un petit peu enfin, je ne vais pas repréciser, revenir dans les détails, mais ces exemples-là concrets montrent quand même clairement que les politiques fiscales qui ont été mises pour favoriser une minorité a créé et a accéléré le déficit que aujourd'hui veulent nous faire payer en fait le gouvernement Bayrou. Parce que c'est ça qui est hallucinant, c'est que l'échec de leur politique économique, parce que Pierre nous l'a dit tout à l'heure dans son topo, c'était le fameux ruissellement, etc. C'est un échec total, l'augmentation du déficit, et aujourd'hui ils veulent nous faire payer, en tout cas à la majorité de la population, l'échec de leur politique, pour continuer évidemment à moins taxer les plus riches et à moins taxer les plus grandes entreprises. Alors il y a une autre chose aussi qui est aussi dans la ligne du gouvernement, c'est la lutte contre la fraude. Alors nous, on n'était pas bien réveillés, on entend Vautrin dire que la priorité du gouvernement, ça va être la lutte contre la fraude. Donc, super, eh ben non, c'était pas la bonne fraude. C'était la fraude, évidemment, sociale. Alors, bon, on le prend avec le sourire, mais on commence à être un peu agacé. On va vous donner quelques chiffres aussi en comparaison. La lutte, la fraude, l'estimation que mon syndicat a faite il y a déjà un certain nombre d'années sur la fraude et l'évasion fiscale en France, elle s'élève à entre 80 et 100 milliards d'euros par an. La fraude sociale s'élève à 13 milliards d'euros. Bon, nous, on considère qu'entre 80 et 100 milliards d'euros et 13 milliards, la priorité, ça serait peut-être d'aller lutter réellement, concrètement, contre la fraude et l'évasion fiscale. D'autant plus que la lutte, que la fraude sociale, parce que quand on entend Vautrin cet été, c'est qu'on a quand même l'impression que la fraude sociale, elle est due aux plus pauvres, et sans dire non plus plutôt aux immigrés, etc. Bon. Il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui nous dit que, en fait, la fraude sociale, elle est avant tout faite par les employeurs avec le travail dissimulé, le non-paiement des cotisations sociales, patronales, etc. Et troisième chose aussi,
par la fraude contre les cotisations sociales, mais aussi par les médecins eux-mêmes. Donc on voit bien que ce n'est ni la faute aux plus pauvres, ni la faute aux immigrés de cette fraude sociale. Donc oui, nous sommes nous aussi pour lutter contre la fraude sociale, mais la vraie fraude, c'est-à-dire celle engrangée par le patronat, les employeurs et les médecins libéraux. Sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors, il y a quelqu'un que connaît bien Éric, puisqu'il l'a interrogé récemment. Le premier président de la commission de la Cour des comptes a été interrogé il n'y a pas longtemps par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et il a commencé à dire que, en fait, il n'y avait plus de grain à moudre par rapport à la fraude et l'évasion fiscale. Que l'estimation qui avait été faite par un certain syndicat, donc le nôtre, Solidaires Finances Publiques, n'était pas vraiment réaliste, que rien n'avait été prouvé. Sauf que ce monsieur, donc monsieur Moscovici, oublie quelque chose, c'est qu'il y a eu quand même quelques études, en particulier faites par l'INSEE, et l'INSEE récemment a prouvé que notre estimation, par exemple, rien que sur la fraude à la TVA, était la bonne. C'était à peu près 20 milliards d'euros de fraude à la TVA par les plus grandes entreprises. Donc notre estimation, qui est souvent critiquée par le pouvoir public et en particulier par les gouvernements, en fait, ils n'ont jamais démontrer que notre estimation était pas valable, et parce que a priori ils ne le peuvent pas, puisque notre estimation, bon, c'est pas pour nous donner un peu, mais si quand même un peu, est quand même une bonne estimation, et qu'on n'a pas fait ça au doigt mouillé comme a priori est en train de faire le budget par François Bayrou. Mais cette lutte contre la fraude fiscale, si on pense que c'est une priorité au vu des sommes qui sont aujourd'hui détournées, quand vous fraudez entre 80 et 100 milliards d'euros par an, cette somme-là, c'est de l'argent en moins pour la majorité de la population, pour les services publics, pour l'égalité, etc. Donc ça, il faut aussi avoir ça, et pour, évidemment, notre modèle social. Donc lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ça veut dire donner les moyens pour cette lutte. Donner les moyens, ça passe évidemment par plusieurs choses. C'est arrêter, par exemple, les suppressions d'emplois dans la fonction publique, les services publics, et au cas particulier à la Direction générale des finances publiques, qui est l'administration aujourd'hui qui est centrale dans la lutte contre la fraude fiscale. Mais a priori, ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque le budget annonce une fois encore de très nombreuses suppressions d'emplois dans la fonction publique en général, et dans notre administration, a priori, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'en 2026, on aurait encore 550 nouvelles suppressions d'emplois. Rappel, notre administration, la Direction générale des finances publiques, qui a été créée sous Sarkozy suite à la fusion des impôts, en gros, de la direction des impôts et de la direction du Trésor, donc en 2008. Depuis 2008, notre administration a perdu 30 000 emplois. 30 000 emplois ont été supprimés dans notre administration. Depuis 5 ans, c'est plus de 4 000 emplois qui ont été supprimés rien que dans le contrôle fiscal. Donc vous comprenez bien que quand on supprime nos emplois, et en particulier dans la sphère du contrôle fiscal, ça veut dire que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'est pas une priorité. Donc une des revendications serait évidemment de ne pas supprimer des emplois dans aucun service public et aucune fonction publique, et en particulier la question à la Direction générale des finances publiques. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est donc donner des moyens humains, des moyens techniques, mais aussi des moyens législatifs. Bon. Et aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, alors vous savez, quand les gouvernements arrivent, nous, on parie toujours sur, tiens, lequel va nous faire la loi contre la fraude et l'évasion fiscale.
Vous savez, on a eu beaucoup de ministres qui, les yeux dans les yeux, ont promis de lutter contre la fraude fiscale. Je ne vous rappellerai pas certains. Et on a toujours eu, à chaque nouveau ministre, soit des finances, etc., on a toujours un plan contre de lutte. La dernière en date, alors on attend celle de Montchalin, qui a l'air de vouloir aussi rester dans l'histoire. Donc on attend sa prochaine loi bientôt. Donc on a eu celle, en tout cas, il y en a une qui nous fait beaucoup de mal sur la question du contrôle fiscal. C'est celle qu'on appelle la loi ESSOC. La loi ESSOC de 2018, qui en fait transforme totalement l'esprit du contrôle fiscal. Vous savez que le contrôle fiscal, c'est en fait le pendant du système déclaratif des impôts. Et c'est ce qui, pour nous en tout cas, on considère, et on pense qu'on a plutôt raison, c'est ce qui crée l'égalité devant l'impôt de tout le monde. Bon, sans contrôle fiscal, il ne peut pas y avoir d'égalité face à l'impôt. Et aujourd'hui, la loi ESSOC a totalement transformé l'état d'esprit du contrôle fiscal. Maintenant, on doit presque s'excuser auprès des entreprises, en particulier, d'aller faire un contrôle fiscal. On nous empêche même de plus en plus d'aller sur place faire un contrôle fiscal, parce qu'il paraît qu'on aurait tous les moyens pour faire du contrôle fiscal à distance. Je vous assure que ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc, en gros, l'idée, c'est de ne pas être intrusif auprès des entreprises. Et petit à petit aussi, on nous dit, mais on essaye de nous dire que, en fait, il faut faire de la productivité, etc., dans le contrôle. Donc, on a du data mining, de l'intelligence artificielle. Mais sur le contrôle fiscal, il n'y aura rien de mieux que l'intelligence humaine. Et celles et ceux, en particulier, des agentes et des agents des finances publiques. Donc ça, il faut aussi donner les moyens à ce que la DGFiP et l'ensemble des administrations qui s'occupent du contrôle aient les moyens humains et techniques de le faire. Donc, dernière chose, il faudrait aussi en finir avec les petits arrangements entre amis. Alors, les petits arrangements entre amis, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des règlements d'ensemble. Alors, les règlements d'ensemble, c'est un truc qui est en dehors de tout clou les législatifs, parce qu'il n'y a rien qui entoure ce dispositif. Et c'est en gros un arrangement entre l'administration fiscale et ceux et celles qui viennent d'être contrôlés. Alors, sachez que ça ne va pas être vous, Si vous êtes contrôlé un jour, ça ne sera pas vous, ça sera ceux qui auront les moyens déjà de se dire « Ah bah tiens, ça existe ». Donc déjà, peut-être un avocat fiscaliste qui serait très au courant de tout ça. Donc, à la suite d'un contrôle fiscal, normalement, vous avez des rehaussements. Voilà. Et les plus riches et les plus grandes entreprises peuvent négocier. Voilà, en toute impunité, mais surtout en toute opacité, le règlement de cette dette vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont fraudé. S'ils ont un rehaussement, c'est qu'ils ont quand même, fraudé quelque part, ou oublié, parce que maintenant, il y a oups, vous avez le droit à l'erreur. Donc peut-être, ils ont fait quelques erreurs, et donc vous avez cette possibilité de règlement d'ensemble. Et ce petit truc est de plus en plus connu des plus riches et des grandes entreprises, et ça coûte à l'État, cette année, 2,6 milliards d'euros. Et on s'est aperçu que petit à petit, ça augmente. En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont soumis à contrôle fiscal, qui doivent de l'argent à l'État, qui vont aller régler entre amis avec l'administration fiscale. Et le plus honteux là-dedans, c'est que les inspecteurs et les inspectrices qui ont fait le contrôle fiscal, qui ont fait le rehaussement, sont mis totalement de côté et n'ont pas leur mot à dire par rapport à cette négociation autour du règlement d'ensemble. Donc c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui doit être connu et qui doit être évidemment critiqué et surtout demander à ce que ça n'existe pas et plus.
Pour terminer, parce que Eric nous a demandé qu'est-ce que serait un budget qui, pour nous, aurait du sens. Ça serait un budget, évidemment, où la justice fiscale, où la justice sociale et la justice environnementale seraient au cœur de ce budget. Un budget, évidemment, pour l'égalité, un budget pour que les plus riches soient taxés, pour que le patrimoine soit taxé, pour que la régressivité de l'impôt cesse et qu'il y ait une vraie progressivité de l'impôt, en particulier de l'impôt sur le revenu, mais aussi de l'impôt sur les entreprises. Et c'est tout ça qu'on mettra aussi devant et en revendication dans la rue, et on espère le plus tôt possible. Merci à vous. Merci Sandra. Alors, pour aller un peu dans le même sens, mais de façon sans doute un peu différente, oui, il faut faire de l'effort, mais pour que la justice fiscale, elle soit réelle dans ce pays. Et pour qu'il y ait une justice fiscale, il faut évidemment refonder la fiscalité d'aujourd'hui. Bon, parce que ça, c'est clairement, aujourd'hui, plus vous êtes riche, moins vous payez d'impôts, y compris l'impôt sur le revenu. Parce qu'on a parlé des transferts que les plus riches, les plus grandes entreprises faisaient, mais vous n'avez même pas besoin de faire ces transferts. Pourquoi ? Parce qu'il y a il y a des dispositifs légaux qui permettent aux plus riches de réduire leur impôt. Bon, en gros, si vous ne construisez pas une maison ou un super bateau en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'avoir une réduction d'impôt. Ça vous permet d'avoir, ça s'appelle une niche fiscale, qui permet d'avoir plein de réductions d'impôts, en gros, mais les niches fiscales, elles sont essentiellement pour les plus riches. Eric parlait du crédit d'impôt recherche. C'est qu'une honte, ce crédit d'impôt recherche. Alors, on est hyper axé là-dessus parce que c'est sans doute le crédit d'impôt recherche que les entreprises utilisent le plus et ils obtiennent. Mais c'est un crédit d'impôt, il faut le savoir aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de le contrôler. C'est-à-dire l'ensemble des niches fiscales qui sont données, mais y compris les aides publiques. Quand on parle d'aide publique, nous, on n'est sans doute pas favorable à retirer l'ensemble des aides publiques. Mais que ces aides publiques, elles soient évidemment données avec contrepartie de création d'emplois, contrepartie de plein de choses, mais y compris de contrôle. Et aujourd'hui, plus personne n'a les moyens de contrôler à la fois les niches fiscales et les crédits d'impôt et les aides publiques qui sont données aux entreprises. Le dernier rapport qui a été fait par le Sénat, alors il y a 211 milliards, si ma mémoire est bonne, qui ont été révélés par ce rapport sénatorial, où et il est clairement indiqué que c'est le minimum qu'ils ont trouvé, puisqu'il manque puisqu'il n'y a pas d'opacité dessus. Donc déjà, oui, si on introduisait de la justice fiscale, si on introduisait aussi de la transparence sur ce qui était donné ou pas, et à quel niveau, et pourquoi, parce que le questionnement sur, par exemple, les réductions d'impôts ou les crédits d'impôts, il faut qu'on réfléchisse à quoi ils servent et à qui en bénéficie. Et malheureusement, on constate que la majorité des crédits d'impôts et les réductions d'impôts ne sont donnés essentiellement qu'à ceux qui sont les plus riches ou même les entreprises les plus grandes. Donc tout ça, c'est des questionnements à avoir. Et oui, alors il faut censurer. Alors moi, l'optimisme d'Éric vont nous dire oui, il sera censuré, même y compris avant, je ne sais pas. Voilà, je suis sans doute moins optimiste. Moi, en tant que responsable syndical, j'espère que ce budget, mais aussi que les politiques qui sont menées aujourd'hui vont être l'étincelle pour qu'il y ait une vraie mobilisation sociale dans la rue, avec des grèves d'ampleur le plus unitaire possible, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra satisfaction, et c'est comme ça qu'on obtiendra satisfaction sur un ensemble de nos revendications. Et nous, en tout cas, c'est de ça dont on discute là ces derniers temps. Alors peut-être certains nous diront, mais oui, vous faites quoi le 10 septembre ? Nous, en ce moment, à Solidaire Finances Publiques, on est en train
train de consulter notre organe directeur, parce que c'est une décision quand même importante pour savoir ce qu'on fera. On aura la réponse dans les jours qui viennent, là, le 27. Mais a priori, alors voilà, on se dessine plutôt sur un appel ferme à la grève aux finances publiques aussi, et on rejoint comme ça un certain nombre de secteurs d'activité pour que ce jour-là, il y ait un vrai blocage de l'économie, parce que si on dit qu'on bloque l'économie, il faut une grève aussi d'ampleur dans un certain nombre de secteurs pour faire reculer le gouvernement. Merci.